Il y a des films qui vous emportent, des films aux univers particuliers, vous ramenant aux souvenirs d'une enfance aussi douce que lugubre. Et ces univers sont la marque de leur créateur. Aujourd'hui, c'est un créateur d'onirisme, de contes et d'horreurs que nous allons étudier. Aujourd'hui, nous décortiquons l'œuvre de Guillermo del Toro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Projet Ventile. Aujourd'hui, je vous propose enfin un nouveau numéro de Climax, ce format dans lequel on décortique non pas un film en particulier, mais l'œuvre d'un réalisateur. On s'était déjà attaqué à David Lynch et aujourd'hui, on entre dans l'univers étrange de Guillermo del Toro. Ces deux cas sont très différents puisque les scénarios et l'imagerie de del Toro ne sont pas aussi alambiqués que ceux de Lynch. L'analyse se basera donc davantage sur des aspects plus esthétiques et sur un double sens des histoires. Mais on y reviendra après. En attendant, on va résumer brièvement chacun des films du réalisateur. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer directement à ce minutage de la vidéo. Et pour les autres, sans plus attendre, entrons dans les abîmes de del Toro. C'est en 1993 que débute sa carrière, qu'on sort Cronos, produit dans le pays d'origine de del Toro, le Mexique. Ici, on suit l'histoire d'un vieil antiquaire qui découvre un jour un étrange engin sous la forme d'un scarabée en or. Cet artefact fonctionne avec un mécanisme tout aussi étrange qui se plante dans la chair de son porteur. L'antiquaire s'apercevra alors que, grâce à cette machine, il retrouve peu à peu sa jeunesse, et c'est une véritable dépendance qui en découlera. Cronos est suivi de Mimic en 1997, première production américaine d'envergure pour del Toro qui nous raconte ici une histoire de monstres génétiquement modifiés qui infestent les égouts de New York. En 2001, del Toro retourne à un conte plus intime, L'Échine du Diable. Film se déroulant en pleine guerre d'Espagne, on y suit l'histoire de plusieurs protagonistes dans l'orphelinat catholique de Santa Lucia, lieu où se trouve une réserve d'or appartenant à la cause républicaine, surveillée par le fantôme d'un enfant décédé. Et c'est en 2004, suite au succès commercial de Blade 2, qu'on propose à del Toro différents projets dont Blade Trinity, Alien vs Predator et, quand même, excusez du peu, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Il refusera tous ces projets pour se lancer dans l'adaptation libre du comics Hellboy, œuvre créée par Mike Mignola. Petit aparté rapide, il faut savoir qu'à la base, c'était Nicolas Cage qui était pressenti pour jouer le rôle de Hellboy. Alors, j'ai rien du tout contre la performance de Ron Perlman, au contraire, mais j'aurais vraiment voulu voir ce qu'aurait donné Nicolas Cage dans ce rôle. On a raté, ou échappé, à quelque chose, je pense, d'extraordinaire. Bref, tout ça pour dire que ce film nous raconte l'histoire de Hellboy, être démoniaque apparu dans un portail dimensionnel que Rasputin en personne a ouvert. Le petit diable sera alors élevé par le professeur Trevor et devra lutter contre le retour du dit Rasputin. En 2006 sort alors le film que del Toro considère comme son chef-d'œuvre, Le Labyrinthe de Pan. Suite à la guerre d'Espagne, la jeune Ophelia voyage avec sa mère enceinte à la rencontre de son nouveau mari, le capitaine Vidal. Ophelia fera la découverte d'un labyrinthe dans lequel se terre un faune. Il lui fera alors subir 3 épreuves qui auront pour objectif de prouver qu'Ophelia est la réincarnation de la princesse Moana, égarée sur Terre. Suite à ce retour aux sources, del Toro revient en 2008 avec le deuxième opus de Hellboy, The Golden Army. Cette fois-ci, Hellboy et son équipe doivent empêcher le roi des elfes d'obtenir tous les fragments de la couronne d'or, artefact qui permettrait de contrôler, je vous le donne en mille, l'armée d'or. Après une pause de 5 ans durant lesquels il s'est contenté, entre guillemets, de produire des films, del Toro revient à la réalisation avec Pacific Rim, film hommage à l'animation japonaise et aux films de kaiju, type Godzilla. On y raconte ici l'histoire du combat de l'humanité contre, justement, les kaiju, des monstres titanesques sortis d'une faille dimensionnelle au milieu du Pacifique. Une nouvelle arme est construite pour les combattre, le Jaeger, sorte de robot géant piloté par 2 humains synchronisés. En 2015, del Toro revient avec une histoire plus intimiste en nous présentant Crimson Peak. Dans celle-ci, on découvre Edith, jeune femme ayant la capacité de voir les morts et qui recevra un avertissement de sa mère décédée. Prends garde à Crimson Peak. Des années plus tard, elle est séduite par Sir Thomas Sharp, un baronnet anglais qui lui propose alors de venir habiter dans son étrange manoir. Étrange n'est qu'un euphémisme quand on voit l'état de délabrement dans lequel se trouve la bâtisse, qui semble presque vivante et nimbée de l'argile rouge qui a fait la richesse de la famille. Et enfin, en 2007 sort La Forme de l'eau, qu'on ne présente plus et qui a reçu de nombreuses récompenses dans l'Oscar du meilleur film. Ici, nous suivons l'histoire d'Elisa, muette, qui travaille comme femme de ménage dans une base militaire américaine. Un jour, une étrange créature amphibie est ramenée dans le laboratoire, et c'est petit à petit qu'Elisa et cette créature se rapprocheront et noueront des liens très forts. Bien, voilà une bonne chose de faite. On va donc passer maintenant à l'analyse. Et comme on l'avait fait pour David Lynch, on va séparer les œuvres de del Toro en 2 catégories. Ainsi, d'un côté, on a la catégorie des contes, dans laquelle je vais placer Cronos, L'Échine du Diable, Le Labyrinthe de Pan, Crimson Peak et La Forme de l'eau.
Et de l'autre côté, on a ce que j'appelle les plaisirs non coupables, où je vais ranger Hellboy 1 et 2, Pacific Rim, Blade 2 et Mimic, qui pour le coup lui a été plus difficile à placer. Mais on y reviendra. Ok, maintenant on a 2 axes qui vont nous permettre d'analyser l'œuvre de Del Toro. Et on va commencer par s'attaquer aux contes. Et dans cette catégorie, on retrouve plusieurs thèmes récurrents. L'enfance, les monstres, l'imaginaire, le fantastique et la peur. Et tous ces contes sont en fait des récits réalistes dans lesquels on a apposé un filtre de métaphores qui leur donne alors cet aspect fantastique. C'est d'ailleurs explicité dans Crimson Peak, où, dès le début, le personnage principal qui écrit des récits nous dit « Le fantôme n'est qu'une métaphore ». Et le film qui symbolise le mieux toutes ces thématiques, c'est celui que Del Toro considère comme son chef-d'œuvre, Le labyrinthe de Pan. Et on va souvent le prendre comme exemple. Donc ça c'était les thèmes que j'ai listés avant. Alors, l'enfance, elle est omniprésente avec le personnage d'Ophélia. Petite fille à l'imagination débordante, elle fuira les horreurs de la guerre et du quotidien en se plongeant dans un monde fantastique, peuplé de créatures étranges et parfois effrayantes. Dans ce film, tout ce qui touche aux épreuves d'Ophélia relève de son imaginaire débordant. Le faune, les fées, la salle du banquet, ce sont tous des éléments réels mais déformés par son imagination. En bref, elle fuit les horreurs de la réalité en se réfugiant dans un monde d'imaginaire, dans un conte de fées. D'ailleurs, dans les films de Del Toro, tout ce qui a trait à l'imaginaire n'est jamais totalement beau ou accueillant. Un très bon exemple, c'est le faune du labyrinthe de Pan. Parfait mélange de créatures gracieuses, belles et en même temps terriblement inquiétantes. On pourrait également s'attarder sur le passage où Ophélia décrit un insecte comme étant une fée. Pour nous, cette bestiole est plutôt repoussante, mais cette fille, elle, voit la beauté partout. Comme la plupart des enfants, ses peurs prennent des formes différentes de celles des adultes. On va rester encore un petit peu sur le labyrinthe de Pan, car oui, il y a pas mal de choses intéressantes à analyser. Et l'une d'entre elles, notamment, c'est le titre. Le titre français est une traduction assez libre de son titre original, El Labirinto del Fauno, soit le labyrinthe du faune. Effectivement, pour des raisons assez obscures, les traducteurs anglais et français ont préféré mettre en avant le nom du dieu faune, Pan. Je dis raison obscure parce que ce nom, Pan, n'est pas prononcé une seule fois de tout le film. Si par hasard quelqu'un a une explication, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai remarqué d'ailleurs que dans les versions latines du film, le terme de faune a été gardé. Donc je pense que ça doit être une question de folklore. Mais ça explique toujours pas pourquoi chez nous c'est le terme pont qui a été gardé. Et pendant qu'on parle de langue, Del Toro a insisté sur un point. En anglais, il a bien choisi le mot labyrinth et non pas maze. Ces deux mots n'ont pas de distinction particulière une fois traduits en français, car tous les deux signifient labyrinthe. Mais en anglais, si on en croit le réalisateur, les deux n'ont pas tout à fait le même sens. Effectivement, a maze est un endroit où on se perd. A labyrinth ne possède pas d'impasse. C'est donc pas un endroit où on se perd, mais un lieu où on se trouve. Dans le sens, se trouver soi-même. Et c'est donc logique que ce soit ici, dans ce monde d'imaginaire, qu'Ophélia est elle-même. Del Toro dira d'ailleurs à ce propos, « Le film est une histoire de transformation, passant de la chose la plus vile qu'est le fascisme en la chose la plus sublime, l'imagination. La caméra est comme un enfant curieux. » On suit donc l'histoire à travers les yeux d'Ophélia, qui ne comprend pas forcément tous les tenants et aboutissants des choses qui l'entourent. Son esprit dresse une barrière, un passage, et crée une rêverie plus rassurante, plus aventureuse, mais une épopée qui reste inquiétante, car empreinte des éléments du réel. J'ai envie de dire qu'au même titre que nos rêves sont des restitutions alambiquées du réel pour permettre à notre esprit de mieux les intégrer, Ophélia passe par son imagination et sa double vie fantasmée pour faire de même. Elle apprend et appréhende le monde grâce à son imaginaire. Sa fiction est d'ailleurs plus abordable pour elle, car même si les épreuves et les dangers sont périlleux et bien présents, elle peut y faire face en étant une princesse élue, et non plus une enfant incapable d'agir comme la réalité le lui impose. Dans son monde d'imaginaire, elle peut se construire et partir à la recherche de qui elle est et se trouver, comme dans un labyrinthe. Tout ceci au travers d'une histoire aux éléments bien sombres. Et ce qui incarne le mieux ces éléments inquiétants et sombres, ce sont bien sûr les monstres. Aussi organiques et dérangeants soient-ils, ce ne sont pas toujours de simples créatures. La plupart sont surtout des métaphores, des symboliques, représentations de meurtres ou de toute autre forme de vice. Et dans le prisme de cette analyse, ils peuvent même apporter un double sens au récit. Et l'exemple le plus parlant, selon moi, c'est la forme de l'eau. Cette histoire, dans laquelle une femme de ménage travaille dans une base militaire secrète et se lie avec une créature amphibie,
pourrait, si on le veut, être raconté et imaginé tout à fait différemment si on remplace un seul et unique élément. Et cet élément, le seul qui sort de l'ordinaire, qui apporte un brin de fantastique là au milieu, c'est, vous l'aurez deviné, la créature. Alors, remplaçons la créature par un soldat de l'armée adverse. Et ne le mettons pas dans une cuve. C'est pas sympa. Ainsi, en ajustant ce rôle, on se retrouve avec une nouvelle histoire qui peut totalement s'inscrire dans le réel. La créature devient alors une allégorie et crée un récit différent qui, pourtant, correspond tout à fait aux événements qui se déroulent dans le film. Elisa tombe amoureuse d'un prisonnier de guerre dont elle doit nettoyer la cellule dans laquelle il se fait torturer. S'attachant à lui, elle finira même par l'aider à s'échapper. Puisque c'est un soldat étranger, il ne parle pas la même langue, alors ils trouvent d'autres façons de communiquer. Mais c'est un ennemi de la nation, ils ne pourront donc malheureusement pas rester ensemble, et probablement ne se reverront-ils plus jamais. On notera d'ailleurs qu'un grand nombre de films de Del Toro se passent dans un climat de guerre. La guerre d'Espagne dans l'Échine du Diable et le labyrinthe de Pan, la guerre froide pour la forme de l'eau, une guerre de l'humanité dans Pacific Rim, ou encore une guerre secrète et fantastique dans la saga Hellboy et dans Blade. Pourquoi se focaliser autant sur la guerre ? Je pense que c'est le moyen qu'a trouvé Del Toro pour exprimer que, dans les temps les plus sombres, les époques les plus difficiles et atroces, l'imagination est parfois la seule échappatoire, la seule once de bonté à laquelle se raccrocher. La guerre touche tout et tout le monde, adultes comme enfants. Et les histoires de Del Toro ont beau souvent accompagner des enfants, ils ne sont pas pour autant hors de danger. Au contraire, j'ai rarement vu un réalisateur hésiter si peu à faire du mal aux enfants. Dans ses films, dans les films. Quand le film ne s'ouvre pas sur un enfant qui se fait écraser par une bombe larguée d'un avion, comme dans l'Échine du Diable, Del Toro n'hésite pas à les tuer d'une balle dans le ventre. Enfants et adultes, personne n'est à l'abri en temps de guerre. La réalité est toujours dure et crue, et il faut bien la contrebalancer par un peu de merveilleux pour avoir la force de tenir le coup. Je citais plutôt Del Toro qui disait « La caméra est comme un enfant curieux ». Et pour cause, la plupart de ses contes ont souvent le point de vue des enfants. Parce que Guillermo del Toro, c'est un grand gamin. Vraiment. Et c'est pour ça que, en dehors de ses contes, il en profite pour se faire plaisir en réalisant ce que j'ai appelé ses plaisirs non coupables. Donc on va passer à la deuxième catégorie des films de Del Toro. Et dans cette liste, j'avais placé Hellboy 1 et 2, Pacific Rim, Blade 2, Mimic. Et du coup, qu'est-ce que j'entends par plaisir non coupable ? Eh bien, tout simplement, ce sont les films que Del Toro a réalisés, sans pour autant chercher à avoir une intention ou un message particulier. Ok, on va se le dire, ce sont avant tout des films qui cherchent à divertir. Mais ça n'empêche pas Del Toro d'imposer quand même sa patte et ses thèmes. À ce propos, Mike Mignola, auteur du comic Hellboy, avait donné carte blanche à Del Toro pour adapter son comics. « Change ce que tu veux, approprie-toi mon travail ». Voilà ce qu'il lui aurait dit, conscient qu'une BD et qu'un film ne sont pas les mêmes formats, et qu'il est nécessaire d'apporter des modifications drastiques quand on fait une adaptation. Et j'ai d'ailleurs réalisé 3 vidéos au sujet des adaptations, Shining, Dr. Sleep et I'm Thinking of Ending Things. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite donc à les voir. Je ne sais pas pourquoi je prends cette action. Mais bref, reprenons. Le premier Hellboy est très ancré dans le réel. Seules quelques créatures fantastiques s'y invitent avec, forcément, en premier lieu, le personnage principal. Cette volonté de vouloir intégrer le fantastique dans le réel se retrouve jusque dans les effets spéciaux, puisque Del Toro a préféré recourir au maquillage et effets pratiques plutôt qu'aux images de synthèse. C'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans la filmographie de Del Toro, même si parfois, malheureusement, les envies dantesques du réalisateur l'empêchent de recourir à des effets pratiques. Comme ça peut être le cas dans Hellboy 2 et Pacific Rim, qui, tous les deux, sont des florilèges d'effets spéciaux gigantismes, effets spéciaux qui permettent au réalisateur de se faire plaisir en produisant des scènes dantesques, comme un gamin qui s'amuse avec ses jouets. Mais on parlait plutôt du côté lugubre et sombre des histoires de Del Toro. Et malgré tout, ce sont des thèmes qui se retrouvent également dans ses plaisirs non coupables. Regardons par exemple les elfes tels que lui les imagine dans Hellboy 2, et comparons-les aux elfes du plus grand film de tous du Seigneur des Anneaux. On a clairement une direction artistique très différente. Là où les elfes de Tolkien réimaginés par Peter Jackson ont un côté magnifique et gracieux, ceux de Del Toro sont nettement plus sinistres, bien qu'ils conservent un certain charisme. On pourrait presque les rapprocher des vampires, ces créatures ayant également contribué à l'imaginaire du bonhomme et qu'il a adapté à sa sauce dans Chronos ou encore dans Blade. Pendant qu'on parle du Seigneur des Anneaux. On pourra me répondre, oui, mais les elfes de la trilogie du Hobbit sont clairement différents et bien plus sombres que ceux du Seigneur des Anneaux. Effectivement. Et pour cause, c'est Del Toro qui s'est chargé de la pré-production et a co-scénarisé la trilogie du Hobbit.
C'est même lui qui, à la base, devait réaliser les 3 volets à la place de Peter Jackson. Et malgré tous les défauts scénaristiques et les choix absurdes qui ont pu être faits autour de la trilogie du Hobbit, surtout en termes de découpage du récit, difficile de ne pas voir ce qui avait pu attirer Del Toro dans cette saga. Un voyage initiatique, de nombreuses créatures fantastiques dans un univers magique, un conte mélangé à une fable épique. Tous les éléments qu'aime Del Toro se trouvent dans cette trilogie. Mais je vais pas m'étendre davantage sur le Hobbit, déjà parce que ça serait dégueulasse, mais aussi parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Peut-être qu'on y reviendra une prochaine fois. Ouais. Alors, quittant la Terre du Milieu et revenant à Del Toro. J'ai donc abordé 2 types de films chez le réalisateur, les contes et les plaisirs non coupables. Et comme je l'ai dit plus tôt, j'ai beaucoup hésité entre ces 2 catégories pour classer Mimic. Non seulement parce que c'est le film que j'ai le moins apprécié de Del Toro, mais aussi parce que celui qui, à mon sens, se perd en cours de route. Jamais vraiment film d'horreur, jamais vraiment conte pour enfants, ni film d'action. Il traite d'un peu tous les sujets qu'aime travailler Del Toro, sans pour autant aller au bout de ses envies. C'est une critique de la société, un film de monstres et d'épouvante, qui ne fait pas peur, un conte initiatique, une enquête, etc. etc. Et j'ai 2 théories pour expliquer un peu ce chaos. La première, c'est qu'il s'agit là de son premier film à gros budget, produit avec des studios américains. Del Toro a peut-être voulu voir trop gros et s'est tout simplement perdu dans son écriture devant l'ampleur de la tâche. La deuxième théorie, qui a quand même l'air d'être assez plausible, c'est que les studios n'ont pas laissé Del Toro raconter l'histoire qu'il voulait. Alors je sais, c'est toujours facile de dire « les méchants producteurs empêchaient le gentil réalisateur de faire sa vision au cinéma », ça fait énormément de guillemets. Mais si je dis que c'est la théorie la plus plausible, c'est parce que Del Toro s'est exprimé avec ces mots. On avait imaginé une scène dégueulasse pour la course-poursuite finale. Juste après un accouplement d'insectes, littéralement, le mâle courait après les héros avec la femelle toujours attachée à son pénis. Ces 2 corps en parfaite coordination les poursuivant dans les tunnels du métro, je trouvais que c'était une image brillante. Mais le studio trouva l'idée répugnante et repoussante. Et le meilleur moyen de vous contrôler, c'est par le budget. Difficile de ne pas voir le ressenti avec ces paroles. Mais concernant le ressenti que peut avoir Del Toro envers ce film, j'ai une histoire assez dingue à vous raconter. Connaissez-vous Harvey Weinstein, on s'en fout. On va pas revenir en détail sur les multiples scandales de ce producteur, mais sachez simplement qu'en 2017, il a été accusé pour pas moins de 93 agressions sexuelles. Ce qui a provoqué un tollé monstrueux, puisqu'il est l'un des producteurs les plus prolifiques d'Hollywood. Je résume vraiment la situation. Tout ça pour dire que le film Mimic a été coproduit par la société de Weinstein, et que, de ce fait, Guillermo del Toro a dû travailler avec lui. Ok, gardez ça en tête. L'histoire de fou que je m'apprête à vous raconter commence quand le père de Del Toro se fait kidnapper par un cartel mexicain. Les kidnappeurs, ayant appris que Del Toro allait réaliser un film hollywoodien, se sont dit « Parfait, on va pouvoir demander une grosse rançon ». Mais heureusement, un ami de Del Toro, inconnu au bataillon puisqu'il s'agit de James fucking Cameron, s'est chargé de payer la rançon. Le paternel a ainsi été relâché en bonne et due forme. Ok, et pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Eh bien tout simplement parce que lors d'une interview, on a demandé à Guillermo del Toro ses plus mauvais souvenirs de tournage. Ce à quoi il a répondu « 2 choses horribles me sont arrivées dans les années 90. La première, c'est le kidnapping de mon père. La deuxième étant que j'ai travaillé avec les Weinstein. Et je peux vous dire quelle expérience fut la pire. Le kidnapping, au moins, avait du sens. Je savais ce que les ravisseurs voulaient. » Voilà. Du coup, on peut effectivement comprendre le ressenti qu'a Del Toro envers Mimic, son film qui lui ressemble le moins. Ok, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va changer complètement de sujet et on va aborder quelque chose que j'adore. Les couleurs. Comme j'aime souvent le répéter, la couleur est un langage cinématographique qui parle autant, voire plus que les dialogues. Il n'y a qu'à voir La La Land pour s'en rendre compte. J'avais déjà analysé l'étalonnage de ce film dans une vidéo précédente pour montrer que, juste au travers du langage des couleurs, Damien Chazelle avait permis à La La Land de nous offrir une lecture bien plus intéressante que celle qu'on pouvait imaginer de prime abord. Et Guillermo del Toro, la couleur, c'est un de ses domaines de prédilection. Quand on pense à sa filmographie, on pense assez rapidement à des couleurs grises, bleues, verdâtres, comme couleurs dominantes. Et en plus, il n'y a pas vraiment de langage universel des couleurs dans ses films, même si certains schémas peuvent se répéter. Ce que j'entends par là, c'est qu'une couleur ne signifiera pas toujours la même chose d'un film à l'autre, mais qu'on peut quand même y dénicher quelques points clés. L'exemple le plus parlant, c'est dans le labyrinthe de Pan. Décidément, on y revient toujours. Dans ce film, les teintes prédominantes sont clairement le bleu et le gris, car celles-ci servent à montrer le réel, l'obscurité de l'époque dans laquelle vivent les personnages. Mais dès qu'Ophélia part dans les mondes de son imaginaire, tout devient orangé, de cette couleur ambrée, voire dorée. Il n'y a qu'à voir la salle du banquet, où il est interdit de manger quoi que ce soit, ou encore l'intérieur de l'arbre au crapaud. Et bien sûr, la dominance de cette teinte vient avec sa mort, quand elle s'imagine être enfin auprès de ses parents,
elle, la réincarnation de la princesse disparue. Du coup, dans le labyrinthe de Pan, on a d'un côté le bleu-gris du réel et le doré ambré de l'imaginaire. Et que se passe-t-il quand on mélange les deux? On obtient du vert. Et dans ce film, qu'est-ce qui fait le pont, et non pas le pont, entre le réel et l'imaginaire? Ophélia, habillée en vert. Et ce schéma du bleu réel et du orange imaginaire se retrouve également dans Chronos, où l'engin qui donne la vie éternelle est doré. Ou encore dans Hellboy, où le personnage principal est un être venu d'ailleurs, totalement rouge, dans un monde réaliste absolument bleu. Et c'est encore plus voyant dans Hellboy 2, qui se permet d'entrer encore plus dans un univers fantastique, où ces teintes orangées foisonnent de partout, jusque dans le titre du film, l'Armée d'Or. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ce schéma ne se retrouve pas forcément dans tous ces films, même si on peut extrapoler que certains les utilisent quand même. Car des teintes bleutées, rougeâtres et verdâtres, il y en a partout. Dans la forme de l'eau, autant vous dire que du bleu, il y en a à foison. Quant à Crimson Peak, le rouge est carrément dans le titre, Crimson signifiant cramoisi. Et pourtant, ici, le rouge n'est pas un élément fantastique en soi, mais le film tend tout de même parfois dans des teintes verdâtres lorsque le surnaturel arrive. Comme, encore une fois, pour faire le pont entre le réel et l'irréel. Et pour distinguer le réel de l'imaginaire, il y a également un autre élément que Del Toro utilise souvent, les formes. Et pour représenter ça, on va prendre un film dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, Le Labyrinthe de Pan. On va prendre la scène du banquet, qui se passe dans l'imaginaire d'Ophélia, et la comparer à celle de la salle à manger de son père adoptif. Pourquoi ? Car de son propre aveu, Del Toro a construit ces scènes en parallèle, afin qu'elles obéissent à une certaine symétrie. Mais on va surtout aborder les courbes. Chez Del Toro, les mondes imaginaires sont englobés par des formes arrondies, chaleureuses, tandis que le réel est structuré par des lignes droites, bien définies, qui obéissent à des parallèles qui empêchent de sortir du cadre. Et en parlant de symétrie, on peut voir une certaine concordance entre les éléments et les personnages à l'écran. Car, qu'est à la place du monstre dans le monde réel? Eh oui, le père adoptif d'Ophélia, l'odieux colonel Vidal. Preuve la plus claire et nette que la fillette utilise ce qu'elle voit dans sa vie pour imaginer un monde différent, un monde de rêve, loin d'être totalement réconfortant, mais où l'espoir et l'enchantement sont encore possibles. La symétrie entre le monstre et le colonel Vidal est également là pour nous dire que les personnages les plus effrayants ne sont pas les fantômes, mais les humains, eux qui peuvent être accaparés par le vice. On retrouvera également ce thème dans L'échine du diable, où le seul fantôme présent, qui est tout d'abord vu comme effrayant, se révélera être la victime innocente d'un meurtrier, bien vivant pour le coup. Et même chose pour Crimson Peak, où tous les fantômes qui apparaissent ne sont pas malfaisants, car tous tentent de prévenir Edith de la menace que représente son amant, Thomas Sharp. L'humain est le plus dangereux des monstres. Voilà ce que nous dit Guillermo del Toro. Il peut se révéler empli de vices et commettre des actes absolument atroce. Et cette violence, si humaine, si réelle, on la retrouve jusque dans les blessures que subissent les personnages, adultes comme enfants. Cet attrait pour la chair morcelée, abîmée, se retrouve non seulement dans son amour pour les insectes, tous plus ignobles les uns que les autres, mais également dans le sens du détail qu'il apporte aux écorchures, aux mutilations, aux balafres, aux déchirures, aux entailles, aux mortifications, bref, appelez ça comme vous voulez, mais Del Toro aime quand ça fait mal à regarder. On ressent par exemple une vraie violence dans l'explosion de l'orphelinat dans L'échine du diable, où les enfants sont au cœur du supplice, ou encore quand le général Vidal tente de se recoudre lui-même dans le labyrinthe de Pan. Et tout ça, c'est pas parce que Del Toro a un fétichisme pour la violence, pas du tout. C'est simplement pour représenter que malgré tout l'imaginaire qui englobe les récits, le réel est toujours bien présent, et le réel peut toujours faire très mal. Dans cette chronique, je me suis énormément reposé sur le labyrinthe de Pan, car Guillermo del Toro y a condensé tous ces thèmes et on a réalisé un film sublime qu'il qualifie lui-même comme étant son chef-d'œuvre. Et je vous ai parlé que des films qu'il a réalisés, parce que le bonhomme, il a fait plein d'autres choses également qui ne font que confirmer ses thèmes. Que ça soit sa saga littéraire La Chute, où il revisite encore une fois le thème du vampire, comme on a pu le voir dans Chronos ou dans Blade. Il a également produit de nombreux films, tels que L'Orphelinat, dans lequel l'enfance et l'horreur sont au cœur du récit. Ou encore Kung Fu Panda 2 et 3, où le voyage initiatique d'un enfant et l'acceptation de soi sont des thèmes prédominants. Et oublions pas non plus qu'il avait scénarisé Silent Hills, le reboot du jeu d'horreur à succès, qui devait être produit par Hideo Kojima, mais qui ne verra finalement pas le jour. Même si Kojima a tout de même finalement intégré un personnage interprété par Guillermo del Toro dans Death Stranding, en la personne de Deadman. Bref, notre cher Guillermo del Toro nous propose des univers enfantins, et non pas infantiles, où il mélange fable et réalité, beauté et horreur, enchantement et blessure. Alors, autant vous dire que sa version de Pinocchio en film d'animation, qui parle d'un enfant mi-humain, mi-mécanique dans le contexte du fascisme en Italie, eh ben j'attends le pied ferme.
Mais en attendant, d'ici tout bientôt, c'est pas français du tout, sortira le nouveau film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, et je me réjouis de voir tout ça. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici. Si vous avez d'autres analyses à apporter, d'autres choses qui complètent ou qui contredisent ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Comme vous le savez, j'essaie de répondre plus ou moins à tout le monde. Mais aussi si vous avez d'autres films à proposer à analyser, ou d'autres réalisateurs. Bref, dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la pouce bluiser, à la partager, à la commenter, ça me ferait super plaisir. Et encore et toujours, merci pour votre soutien, et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.